Alors, nous sommes devant le moulin à vent de Grondines, qui a fêté cette année ses 350 années d'existence. On vous réserve une entrevue avec la directrice générale de Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines, Eliane Trottier. En fait, le moulin à vent de Grondines, c'est le plus vieux moulin à vent qui reste au Québec et même ce serait le plus vieux en Amérique du Nord qui subsiste. On dit qui subsiste, c'est une nuance importante parce qu'il y a eu d'autres moulins à vent qui ont été construits précédemment, mais ces moulins-là n'existent plus. Donc, c'est celui de Grondines qui peut se targuer d'être le plus ancien. Donc, la construction a commencé en 1674 et elle s'est complétée en 1675. Donc, c'est la raison pour laquelle on a commémoré le 350e en 2025. Donc, vraiment, la première mouture de farine ici s'est faite en septembre 1675. Donc, c'est vraiment très ancien, hein, c'est pas rien. Il n'y a pas énormément de bâtiments qui ont cet âge-là au Québec. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un moulin qui a connu, disons, 3 vies différentes. Donc, bien sûr, celle de moulin à farine, qui a perduré là, jusqu'au 19e siècle. Par la suite, il y a eu une période d'abandon qui a été assez longue, là, disons une trentaine d'années au moins. Là. On ne connaît pas la durée exacte, mais au moins ça. Le bâtiment s'est alors trouvé dans un piteux état. Là. C'était devenu essentiellement une tour de pierre à l'abandon. Et ce qui l'a sauvé, en fait, c'est un heureux hasard. C'est qu'au début du 20e siècle, le gouvernement fédéral cherchait à développer un réseau de communication le long du Saint-Laurent pour améliorer la sécurité en lien avec la navigation sur le fleuve. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'en 1912, le gouvernement fédéral a acheté ce qui restait de la tour de pierre pour la réaménager et en faire une station de signaux maritimes. Donc ça, c'est un usage qui a perduré jusqu'en 1967. Après ça, ben, le gouvernement a fermé ces stations-là puisque les technologies avaient évolué et puis c'était une façon de faire qui correspondait moins aux besoins de l'époque. Et la troisième vie, qui est davantage de mise en valeur culturelle, elle a débuté dans les années 70, donc après justement la fermeture de la station. Le premier élément que j'associerais à cette période-là, c'est le projet de fouilles archéologiques qui a eu lieu ici aux alentours sur le site du premier village de Grondines. Donc, ça s'est déroulé en 72 et 73. Et les jeunes qui faisaient ce projet-là ont utilisé le moulin un peu comme quartier général. Donc, ici, il y avait, par exemple, de la recherche en archives qui se faisait. On documentait les artefacts qui étaient trouvés dans le sol. Puis, c'est après ce projet-là, dans le fond, que la municipalité de Grondines a acheté le bâtiment et éventuellement, c'est devenu un lieu d'interprétation comme ce l'est toujours aujourd'hui. Et il y a un documentaire dans le cadre du 350e point d'ancrage qui a été fait. Il est maintenant disponible pour écoute libre sur les réseaux. Bon, ben justement, on en parle beaucoup de cette fouille archéologique-là. Parlez-moi, pourquoi avoir élaboré ce documentaire-là d'environ une vingtaine de minutes? Oui, mais en fait, parmi les histoires du moulin, les éléments qui concernaient la période de fouille, c'est ceux sur lesquels on avait moins d'informations. Et puis, dans l'objectif de souligner la contribution de cette période-là, dans la connaissance de l'histoire de Grondines, mais aussi particulièrement du premier village, on a retracé des gens qui ont participé à ce projet-là. Donc, au début, c'était vraiment une démarche là, de récolte d'informations, de témoignages. Ça s'est avéré très riche, en fait, ces rencontres-là. C'est vraiment des personnes hyper intéressantes là, qu'on a eu la chance de rencontrer à ce moment-là. Puis le projet de court-métrage a émergé aussi dans la perspective où on souhaite renouveler l'exposition permanente qui est présentée ici. Donc, on trouvait que c'était une façon intéressante de valoriser cette période plus récente-là en présentant des témoignages. Et puis là, on a beaucoup de matériel. Donc, dans le cadre des festivités du 350e, on a voulu développer un court-métrage à partir de ça pour faire connaître ce projet-là des années 70 qui était assez inusité. Donc, c'est ce qu'on découvre dans le court-métrage. Un projet qui était bien ficelé, qui avait super bonne réputation là, dans le cadre du programme Perspective Jeunesse, qui était un programme fédéral là, pour soutenir des initiatives de jeunes un peu partout dans le pays. Et puis, ça a été un projet qui a fait des petits, puisque, comme je l'ai mentionné, après ça, la municipalité a acheté le moulin. Il y a eu un musée qui a été fait à Grondines pendant une certaine période de temps où on présentait, entre autres, le travail archéologique. Qu'est-ce qui a été trouvé, en gros, là? Je vous demande pas de réciter tout le documentaire, mais qu'est-ce
qu'on a trouvé ici sur le site. Oui, en fait, ce qui était fouillé, c'était le site de la première église, une maison aussi, et le site du premier presbytère. Donc, il y a beaucoup d'objets du quotidien qui ont été trouvés. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pièces de poterie, par exemple, qui avaient été identifiées. Puis même les gens, c'est ce qu'ils racontent dans le film, entre autres, c'était super valorisant pour eux de refaire le puzzle, d'identifier des pièces, puis de pouvoir refaire un bol. Il pouvait y avoir des clés, de la vaisselle en général, ce genre de choses. Puis, un autre volet qui est intéressant, en plus des fouilles elles-mêmes, c'est la quête ethnologique et archivistique au sein du village qui a été faite. Donc, nous, Culture et patrimoine des Chambeaux-Grondines, on ne détient pas nécessairement ces archives-là, mais ça a permis une recension parce que ce qu'ils ont fait concrètement, les jeunes, c'est qu'ils ont fait un appel à tous. Et puis là, les gens de Grondines étaient encouragés à venir ici au moulin pour déposer des archives précieuses qu'il y avait chez eux dans leurs archives familiales. Donc, à titre d'exemple, là, il y avait quelqu'un chez lui qui avait, ou chez elle, je ne le sais pas, qui avait une lettre de Vaudreuil. Donc, c'était quand même pas rien. Donc, cette lettre-là, nous, on ne l'a pas parce que l'entente, c'était que les gens venaient montrer ça, on documentait, puis les gens repartaient avec leurs archives à eux après. Contrairement aux artefacts qui, eux, ont généré une collection qui est très importante. Et puis, à l'époque, les jeunes, ils recensaient là, les éléments qui étaient trouvés, ils faisaient des fiches, par exemple, mais il n'y avait pas eu d'analyse globale là, de cette collection. Quel est son sens de façon générale? Quelles conclusions on peut en tirer sur l'occupation du territoire ici à Grondines? Donc, pour le court-métrage, on a ajouté aussi des interventions avec un archéologue à qui on avait confié ce mandat-là d'analyse globale de la collection. Alors, Culture et patrimoine de Chambeaux-Grondines, il y a plusieurs sites historiques sous votre chapeau, j'ai envie de dire. J'aimerais qu'on revienne rapidement aux festivités du 31 août, les commémorations. Pouvez-vous nous parler un peu là, de la réception globale là, de l'événement? Oui. En fait, ce qu'on a imaginé, là, c'était un projet qui s'adressait d'abord et avant tout à la communauté immédiate de Grondines. Parce qu'on sait qu'ici, à Grondines, les gens sont super attachés envers le bâtiment. Donc, le moulin, là, vraiment, il est très apprécié dans le quotidien des gens. Tout le monde vient le prendre en photo, même si on le côtoie depuis maintenant 350 ans. Donc, le public cible de notre fête, c'était vraiment les gens de Grondines. Donc, il y avait des activités plus familiales. Il y avait une conférence archéologique, justement, pour parler du résultat des fouilles. On a présenté le court-métrage. Il y avait aussi la course du moulin ce jour-là. Donc, c'est un événement qui existe depuis un certain temps et dans l'objectif là, de maximiser nos efforts communs. Et puis, la course met en valeur le moulin à sa façon. On a combiné un peu une programmation, donc la course le matin, puis les activités à caractère culturel, plus en après-midi et en soirée. Il y a eu beaucoup d'engouement. On était vraiment agréablement surpris là, de la réponse. Il y a plusieurs activités, là, comme il y avait un souper communautaire, par exemple, où c'était complet assez rapidement. Donc, les gens ont beaucoup apprécié la proposition. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Et on voit des retombées aussi. Là. Déjà, le court-métrage, il y a beaucoup de visionnements, malgré que ce soit très récent qu'on l'ait mis en ligne. Il y a de nouveaux fonds d'archives qui ont été créés au Centre d'archives régional de Portneuf après l'événement parce que les gens ont été sensibilisés à ça dans le cadre des festivités. Il y a aussi, par exemple, une des archéologues qui a travaillé sur l'analyse de la collection. Elle enseigne à l'université. Donc, il y a des étudiants qui font un projet de recherche dans le cadre de leurs études en archéologie sur la collection de Grondines. Donc, il y a aussi des retombées là, à la suite du projet qui sont tout à fait intéressantes. Alors, pour terminer l'entrevue, Eliane Trottier, directrice générale de Culture Patrimoine de Chambeaux-Grondines, on pourrait peut-être inviter là, la population à venir consommer ce documentaire-là. Oui, dans le fond, le documentaire il est disponible sur YouTube, mais vous pouvez le retracer par le biais de notre site web, culture-et-patrimoine-dg.com. Donc, c'est gratuit, bien entendu. Ça dure une vingtaine de minutes. Et puis, bien sûr, on encourage les gens à venir sur place au Moulin pour le découvrir. L'été prochain, on va présenter une nouvelle exposition à l'intérieur. Puis, on est ouvert de juin à mi-août, fin août, selon les années. Et c'est toujours gratuit de visiter le Moulin de Grondines. Eliane Trottier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire a dévoilé son laboratoire mobile, un outil novateur destiné à promouvoir la formation professionnelle, offrir de la formation en entreprise et aller à la rencontre des jeunes partout sur la Côte-Nord.
Ce véhicule de 53 pieds est une grande réussite pour la directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire, Nadine Desrosiers. C'est une nouveauté. Puis si je ne me trompe pas, c'est une nouveauté dans la province aussi. Ça représente beaucoup parce que c'est un outil qui va nous permettre de faire connaître la formation professionnelle, autant auprès des élèves qu'auprès de leurs parents. Parce que souvent, on a des jeunes qui souhaiteraient faire un cours de en formation professionnelle, mais des fois, les parents veulent que leur enfant s'ouvre le plus de portes possible, puis ils sont plus réticents, mais alors qu'avec un outil comme ça, on va être capable de faire le tour dans différentes activités de promotion pour justement expliquer aux parents c'est quoi la formation professionnelle. C'est une première diplomation, puis c'est pas un métier, ce sont des métiers qui sont quand même très bien rémunérés dans notre région. Conçu pour être à la fois polyvalent et adaptable, ce laboratoire permettra également de dispenser de la formation directement en entreprise ou dans des régions éloignées. L'objectif est d'offrir des expériences d'apprentissage plus accessibles et engageantes, tout en favorisant le développement des compétences de la main-d'œuvre régionale. Le directeur du CFP, Michel Savard, explique les origines du projet. Moi, j'aime toujours mieux dire que c'est un travail d'équipe, là, parce que c'est vraiment avec des collaborateurs là, qu'on a mis ça en place. On a eu une première expérience, je me rappelle, on formait des mécaniciens industriels là, pour l'entreprise Boissaco sur la Haute-Côte-Nord. Puis c'est de là que vient en tout cas, le concept. On s'est dit, on a dit à l'entreprise, il faudrait faire venir les employés dans nos centres de formation. Puis c'était vraiment pas possible parce qu'à cause des arrêts de production, tout ça. Donc, quand je dis on a amené l'école à l'entreprise, c'est un peu ça qu'on a fait, là, en collaboration avec mon partenaire, là, Guy Bilodeau. On s'est organisé pour que les équipements soient mobiles. Puis on pouvait interchanger, là, dépendamment là, de ce qu'on avait à travailler. Donc, en tout cas, moi, je pense que c'était un pari, là, mais on a réussi. Puis ça vient un peu de là, tout ça. Là. On s'est comme raffiné avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Le laboratoire sillonnera donc l'ensemble du territoire nord-côtier, de Tadoussac-Sacré-Cœur à Blanc-Sablon, en passant par Fermont. Le CFP de l'Estuaire souhaite utiliser ce nouvel outil pour mieux faire connaître la formation professionnelle auprès des jeunes et de la population. Des ateliers interactifs permettront d'initier les élèves du primaire à différents champs d'intérêt, tandis que les élèves du secondaire pourront découvrir les métiers grâce à la réalité virtuelle et à des équipements technologiques. Nous, on veut vraiment là, aller voir les entreprises de toute la Côte-Nord au complet. Puis, exemple, offrir des compétences. Exemple, si on veut offrir une compétence dans un domaine en particulier, on voudrait partir, exemple, de Sacré-Cœur-Tadoussac et l'offrir à l'ensemble des entreprises de la Côte-Nord. Fait que ça, c'est notre volet industriel. Ensuite, bien, le volet promotion. Nous, au centre de service, ça fait des années qu'on dit il faut parler aux jeunes avant qu'ils arrivent au secondaire parce que quand ils arrivent au secondaire, puis là, sont un peu dans le néant, il faut qu'ils se soient fait une idée avant, une idée d'exploration professionnelle avant d'arriver au secondaire. Fait que c'est un peu notre défi. On travaille avec les équipes pédagogiques, les équipes d'orientation. Puis quand on va arriver, exemple, pour faire explorer des stations d'exploration, parce qu'on ne parle pas nécessairement de métier au primaire, les élèves vont déjà avoir une idée, puis ils vont pouvoir développer des intérêts. Peut-être que oui, ils vont aimer, non, ils n'aimeront pas, mais au moins, là, ils vont être capables de réfléchir là-dessus. Les parents, les enseignants, les conseillers d'orientation et les intervenants scolaires seront aussi invités à explorer le laboratoire. L'objectif, briser les mythes entourant la formation professionnelle et démontrer qu'il s'agit d'une voie d'avenir prometteuse et diversifiée. Bien, nous, on travaille là, avec nos conseillers d'orientation, nos directions d'établissement du secondaire, formation générale aux adultes, formation professionnelle, puis la direction des services éducatifs du centre de service, justement à mettre en place là, différents outils de connaissance de soi, puis de s'assurer que nos jeunes là, se découvrent à travers les parcours de formation professionnelle. Puis des fois, bien, c'est des jeunes qui seraient peut-être sur un chemin, une pente descendante vers le décrochage scolaire, mais comme on met des filets de sécurité autour de nos jeunes par différents moyens, bien, la formation professionnelle, ça devient un moyen de garder nos jeunes, les diplômer rapidement. Puis on a des jeunes qui ont été diplômés en formation professionnelle, se sont découverts une petite fibre pour le scolaire, puis ont poursuivi au cégep. Là. Fait que ça veut pas, c'est pas une fin en soi. Là.
Le laboratoire mobile utilisable toute l'année est doté d'équipements modulaires, de simulateurs, d'automates et de robots, ainsi que d'écrans interactifs, d'une mini-usine et d'outillage spécialisés. Ces installations permettent d'adapter le contenu aux besoins de la clientèle, qu'il s'agisse de formations industrielles, de mise à niveau ou d'ateliers éducatifs. Une somme d'environ 300 000 a été investie par le Centre de services scolaires dans ce projet novateur. Le CFP prévoit aussi que le laboratoire participe à des événements spéciaux pour aller à la rencontre du grand public. Présentement, là, quand tout le monde va l'avoir vu, c'est que là, on veut faire des essais. Parce que quand on va arriver, des fois, on a une idée, on dit ça va se dérouler de telle façon, mais il faut vraiment tester là, avant de partir pour aller rencontrer toutes les écoles. Fait qu'on va cibler probablement peut-être une école primaire, une école secondaire, une école en milieu autochtone. Si on veut essayer d'avoir des endroits là, représentatifs, puis on va faire des tests dans ces endroits-là, puis quand on va, moi j'appelle ça toujours la run de lait, là. Quand on va partir pour faire notre run de lait, bien là, je pense que notre produit là, va être testé, là, puis je pense qu'on va être sûr de ce qu'on va aller livrer. L'établissement scolaire ne compte pas s'arrêter là. Une deuxième phase de développement est déjà sur la table. L'organisme souhaite notamment équiper le laboratoire d'un système de plaques solaires afin de le rendre plus autonome et éco-responsable. L'ajout d'un module d'apprentissage sur l'énergie solaire et éolienne est aussi envisagé pour enrichir la formation du DEP en électricité et proposer de nouveaux ateliers de perfectionnement. Si vous apercevez le laboratoire mobile au cours des prochaines semaines, n'hésitez pas à le visiter pour en apprendre plus sur la formation professionnelle. Joanie Godreau, à Forestville. Marie-Claire, nous sommes actuellement dans la magnifique église Saint-Norbert de Capcha, qui est sûrement la plus belle église en Gaspésie. L'intérieur de l'église est magnifique. Donc, on est ici parce que à la Société d'histoire avec Steve Landry et la fabrique ici de Capcha, on a fait un projet d'exposition. On avait commencé à faire l'exposition dans nos locaux à Saint-Anne, là, dans notre nouvel agrandissement qu'on a fait dans nos locaux de la Société d'histoire. Puis, c'était déjà prévu que le financement que la MRC nous a octroyé et la ville de Capcha, c'était déjà prévu qu'on déménage l'exposition sur le territoire de la ville ici. Donc, on a commencé, nous, à élaborer un concept d'exposition, puis ici, on continue de le bonifier. Bon, d'abord, on a mis en valeur la maquette. Il y a une maquette qui avait été faite ici du faubourg de Capcha, une maquette qui a été faite il y a à peu près peut-être une vingtaine d'années. Puis, le plan, c'était de mettre en valeur la maquette, puis aussi de bonifier avec des visuels qu'on a conçus dans le cadre de l'exposition Capcha 100 ans noir sur blanc, avec le livre de Steve Landry qui était paru, qu'on avait fait l'exposition en marge de ça. Donc, le but, c'est d'intégrer, de mettre la maquette en évidence, parce que la maquette était ici dans l'église auparavant, mais était sur le côté ouest, puis était orientée d'un autre sens, fait que le plan, c'était de mettre en valeur encore plus la maquette, puis de la mettre sur de vraiment, là, en bon français, de l'habiller, là, comme il faut tout le tour, là. Puis après ça, de mettre aussi les visuels là, qu'on a élaborés. Là-bas, dans nos locaux de la Société d'histoire, on avait déjà fait ces deux visuels-là dans l'expo. C'était pas seulement ça, mais c'est le mur d'accueil dans l'exposition qui est en plus petit format dans nos locaux. Ici, on a décidé, de par la grandeur des lieux, de le faire encore plus grand, finalement, là. Puis pour donner un côté monumental aussi quand on arrive dans l'exposition. Donc, c'était le mur d'accueil. C'est le mur d'accueil d'une certaine façon. Ça met en contexte pourquoi cette expo-là existe, là, avec le livre aussi de Steve Landry. Donc, on a choisi des photos représentatives de l'histoire de Capcha avec des secteurs d'activité aussi, des photos aussi qui impressionnent beaucoup quand on les voit. Le choix de photos avait été fait pour donner un effet wow. D'abord, la photo centrale, qui sert à faire le concept pour cette murale-là, c'est des photos aériennes prises en 1927 par un aviateur qui avait été engagé par le gouvernement du Québec à l'époque. Donc, lui avait fait, c'est Jacques de Lesseps, lui a fait le tour de la Gaspésie en avion en 1927, puis il a pris des photos aériennes de partout. Puis dans chaque place où il allait, il prenait quelques dizaines de photos quand même.
Fait qu'aujourd'hui, c'est un fonds photographique exceptionnel qui est conservé à Québec, aux Archives nationales. Et nous, pour l'exposition, on a commandé, parce que là-bas, c'est les négatifs d'origine, fait qu'on a fait finir cette photo-là en haute définition pour pouvoir l'imprimer en haute définition aussi. C'est une vue où on voit l'estuaire de la rivière, la partie est du faubourg. On voit aussi les fonds en arrière. On voit aussi tout ce qui est le quai, le pont couvert, tout ça. Fait que cette photo-là avait beaucoup d'éléments dedans, ce qui nous permettait de mettre, de numéroter. On a je pense une quinzaine de numéros un peu partout. Puis, sur le côté droit de la murale, on a une légende avec pourquoi, mettons, au fond, c'est le Mont Logan. Donc, le numéro 1. Donc, on voit en haut M. Logan qui a donné son nom au Mont Logan. Le but, c'est vraiment, avec ce projet-là d'exposition, c'était aussi, on travaillait de concert avec la fabrique ici pour créer un environnement culturel. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent en Gaspésie l'été. Donc, on s'est dit de profiter de cet endroit-là qui est exceptionnel, qui est un lieu patrimonial exceptionnel, qui a plus de 100 ans. C'est rare de voir une aussi belle église que ça en Gaspésie aussi, construite en 1917. À l'époque, c'est beaucoup des petites églises en bois. Donc, le but, c'est de créer un environnement culturel, comme je dis. Puis la fabrique, de leur côté aussi, font des projets. Il y a notre projet d'exposition à laquelle ils nous ont aidés, mais ils ont aussi aménagé une boîte ici, une boîte à livres, où que les gens peuvent venir lire dans l'église. On parle même d'aménager un petit coin café aussi, pour que les gens puissent venir, se détendre. Puis ça, c'est complémentaire aussi à un environnement muséal. C'est pas un lieu les gens vont venir ici, là. C'est un lieu que tu parles pas fort nécessairement. Tu gardes aussi le décorum qu'on est dans une église. Donc, l'activité que la fabrique veut mettre en place ici, c'est complémentaire, en fait. Fait on réfléchit aussi à aménager d'autres éléments, mais on travaille sur le projet actuellement pour l'été 2026. Depuis 4 ans, la ville de Forestville a fait son devoir de mémoire et souligne le jour du souvenir dans le parc créé à cette fin. Cette année, c'est le vétéran Michel Canuel qui a été honoré devant ses pairs. La cérémonie a été animée par Roch Girard, membre du Royal 22e Régiment, à 11 heures devant la population, des anciens combattants, des élèves de la polyvalente des Rivières et des élus. Tous étaient rassemblés pour souligner le jour du souvenir, mais aussi pour commémorer la carrière du Foresvillois Michel Canuel. Né le 30 avril 1969 à Forestville, ce dernier s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1986 à l'âge de 17 ans. Bien, dans ces années-là, en 86, il n'y avait pas beaucoup de débouchés à part qu'aller travailler dans le bois. Puis mon père m'a tout le temps dit, tu n'iras pas travailler dans le bois si t'es... Ça fait que j'ai dit, bien, on va pas travailler dans le bois, on va aller travailler à quelque part d'autre. On va poser études, on va rentrer dans l'armée. Il a commencé par un programme d'1 an. Après son entraînement militaire et plusieurs types de formations, les Forces armées canadiennes lui ont fait signer un contrat de 5 ans. Il est ainsi transféré à Bagotville où il a reçu sa promotion de caporal en 1989. En 1990, une blessure l'a empêché de continuer dans son métier. C'est ce qui l'a amené à Chilliwack en 1991, où il est devenu technicien en procédure de construction. Il est ensuite transféré à Valcartier. Le Foresvillois a effectué une mission des Nations unies de 7 mois. Ça signifie beaucoup, parce qu'on s'en rend pas compte de tous les efforts qu'on a donnés dans ces 15 années-là, que j'ai donné dans ces 15 années-là. La famille a donné autant que moi. Parti 7 mois en une mission des Nations unies, partir un 5 mois sur un cours, un autre 3 mois, un autre 6 mois, 5 semaines, 6 semaines en exercice. Au bout de la ligne, la famille est encore là aujourd'hui. C'est en 2001 que Michel Canuel a quitté les Forces armées canadiennes comme caporal après une blessure à une cheville et plusieurs opérations. Au fil de sa carrière militaire, il a reçu de nombreuses décorations. Aujourd'hui, le vétéran travaille au sein du service de sécurité incendie de la ville de Forestville comme chef des opérations. Moi, un gars qui reste assis sur une chaise à rien faire, ça me prend de l'action.
Ça fait que, puis j'ai réussi à trouver mon compte quand même retraité de l'armée, avec les pompiers, avec l'implication dans la communauté, comme dans le hockey, baseball, la ZEC, un peu partout, j'y trouve mon compte. Pour la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, cette cérémonie du Jour du souvenir est importante puisqu'elle permet de souligner les anciens combattants de la municipalité et de la région. Par la connaissance de nos citoyens, citoyennes qui ont travaillé, qui ont défendu le pays avec les Forces armées canadiennes, mais que les gens ne connaissent pas cette histoire-là. Alors, c'est une façon de les faire connaître. Ils sont très humbles de leur carrière, ils en parlent très peu, mais la Ville a voulu rendre hommage à ses enfants. Donc, ces citoyens qui, en très jeune âge, même, sont partis défendre le pays. Alors, un devoir de mémoire aussi. On travaille beaucoup avec les enseignants de la polyvalente parce que les jeunes d'aujourd'hui ne la connaissent pas non plus, cette histoire. Le parc du souvenir, situé juste devant l'hôtel de ville, héberge un monument qui remercie tous les vétérans pour leurs années de service dans les Forces armées canadiennes. Chaque année, une plaque au nom de l'ancien combattant honoré y est ajoutée. Et j'espère que ça va rester dans la tradition de Forestville. J'ai encore une liste d'une dizaine de personnes. Il faudra qu'il y ait des femmes aussi sur ce monument, éventuellement. On est plus dans les années de service. Pour honorer, dans un premier temps, les gens qui ont cumulé le plus grand nombre d'années de service. Pour la mairesse de Forestville, honorer Michel Canuel a un double sens. Mais oui, c'est quelqu'un, il est à la direction des opérations au niveau de l'incendie de toutes nos municipalités. Alors, je pense que c'est presque une continuité dans sa carrière, dans le don de lui-même pour la sécurité des populations. Alors, c'est un peu dans la même lignée. Et on a honoré quand même 15 ans de sa vie. C'est fort important. Alors, on est chanceux de compter sur son expertise, sur son dévouement qui est presque sans borne. Michel, tout le monde le connaît, il est très impliqué. Alors, c'était à son tour. Le Jour du souvenir est une journée commémorative annuelle ayant lieu le 11 novembre qui célèbre l'armistice de 1918 ayant mis fin à la Première Guerre mondiale. Joanie Gaudreau à Forestville. On le connaît beaucoup pour l'aspect plus scientifique, mais il ne faut pas oublier quand même qu'elle était autrice, là. Qu'est-ce qui t'a fait passer d'un monde plus scientifique à un monde plus artistique? En fait, OK, c'est une drôle d'histoire, mais moi, je suis quelqu'un qui, je travaille dans le monde de la science et dans mes temps libres, je suis quand même une personne qui est très active. Je fais de l'escalade, du ski, on part souvent en montagne et donc j'arrête jamais. Des fois, c'est fatigant de toujours être comme soit en train de travailler fort ou en train de toujours de partir en grande randonnée. Puis mon chum m'a dit à un moment donné, hey, il te faudrait un passe-temps où tu es assise, où tu fais rien. Fait que là, on était justement en voyage, puis elle commence à penser à ce que je pourrais faire, comme me trouver un nouveau passe-temps en tant qu'adulte. Et donc est venue l'idée d'écrire un livre ou d'essayer d'écrire quelque chose d'artistique parce que je pense que c'était important, justement, même si je travaille dans un monde scientifique, d'utiliser le côté artistique de mon cerveau. C'est important pour ma santé mentale. Donc, c'est là que ça a commencé. Et de là est venue, en fait, l'idée de l'histoire de Najma dans les étoiles, qui est mon deuxième livre. Ouais. Et c'est au cours de ces longs voyages-là que les personnages se sont développés, que l'histoire est arrivée. Et en fait, après que j'ai atterri Persévérance sur Mars, ma maison d'édition m'avait contactée justement pour voir si je serais intéressée d'écrire un livre. Et je leur avais dit, oui, écoute, justement, ça fait longtemps que j'imagine cette histoire-là. Puis je leur parle de mon livre pour enfants, puis ils me disent, bon, OK, on donnera l'opportunité de l'écrire, mais avant, on aimerait ça que tu écrives une biographie, une histoire sur toi. Puis j'y avais jamais pensé à faire ça. De quoi une histoire sur moi? Mais je pense que ce qui m'a donné le goût, c'est que, en fait, quand tu fais une entrevue, quand tu es à la radio, par exemple, l'histoire que tu racontes ou le message que tu passes, c'est vraiment le message de la personne qui fait l'entrevue. C'est eux qui décident de quoi tu vas parler. Et je me souviens, mon éditrice m'avait dit, écoute,
en écrivant un livre, c'est toi qui peux choisir quel message tu veux partager avec le monde. Tu peux le faire à ta manière. Donc, c'est ton récit à toi. Puis ça, je pense que ça m'avait beaucoup parlé. Donc, de là est venue mon année martienne et quelques années plus tard, Nagement dans les étoiles. Tu parlais de raconter des histoires, tu es quand même très impliqué dans la communauté, que ce soit auprès des jeunes filles là, qui veulent faire de la science, la communauté LGBT+. Qu'est-ce qui te motive là, à faire ça, à s'impliquer autant, là, malgré que tu as un emploi du temps quand même assez chargé? Ben, je pense qu'il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de redonner à la communauté, à la société, parce que c'est cette société-là qui m'a donné l'opportunité d'être où je suis aujourd'hui. Moi, je me suis pas retrouvée où est-ce que je suis toute seule. J'ai eu des mentors, j'ai eu des gens qui m'ont ouvert des portes. Mais je dois dire que moi, quand j'étais plus jeune, il me manquait des mentors qui me ressemblaient, des rôles modèles qui me ressemblaient. C'est sûr que, bon, moi, j'ai grandi avec Julie Payette, par exemple. C'est une fille de chez nous qui est dans l'espace. J'étais en 6e année. Donc je me souviens, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, beaucoup inspiré de voir quelqu'un qui me ressemblait, qui s'est retrouvé me ressemblait, disons, une femme qui est en français, qui s'est retrouvée dans les étoiles. Mais des exemples queer, des exemples racisés, j'en voyais beaucoup moins. Et même encore là, dans ma carrière, j'en ai beaucoup moins. Et donc, pour moi, je me suis dit, wow, moi, ça aurait eu tellement un impact pour moi d'avoir un exemple comme ça. Et j'ai l'opportunité de donner cet impact-là à quelqu'un d'autre. C'est vrai que des fois, ça prend du temps, des fois, ça ne fait pas directement dans mon horaire, mais j'ai eu des beaux, beaux messages et exemples de personnes que, justement, à un moment donné, je les avais rencontrés et ça leur avait donné le goût, ça leur avait donné l'inspiration d'eux aussi suivre leur propre chemin, le propre cheminement, leur propre carrière. Donc, je pense que ça en vaut la peine, vraiment. Ceux qui ne savent pas, là, dans le fond, c'est comme tu en as parlé un petit peu là, de Persévérance, là, qui est un des rovers qui est allé sur Mars. Qu'est-ce que les gens seraient étonnés de savoir sur ton métier là, d'ingénieur? Je suis étonnée de savoir, mais c'est sûr que mon métier de jour à jour, c'est très différent. On fait des PowerPoint et des Excel comme tout le monde, mais je commande pas mon robot avec des PowerPoint. En fait, il y a une chose peut-être que les gens savent moins, c'est comment on fait les opérations d'un robot une fois qu'on atterrit sur Mars. Donc, vous pouvez peut-être vous imaginer ça a l'air de quoi construire un robot de jour à jour, mais comment est-ce qu'on fait ça une fois qu'on est sur Mars? Ben, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pendant la nuit martienne. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le décalage horaire entre Mars et la Terre? Ben, en fait, c'est très difficile parce que sur Terre, une journée, c'est 24 heures et sur Mars, c'est 24 heures et 40 minutes. Donc, moi, si je commence mes opérations à 5 heures du soir sur Mars, ben, il y a une journée ici à Los Angeles que ça va être 5 heures, le lendemain, ça va être 5h40, 6h20, etc., etc. Donc, j'avais un décalage horaire de 40 minutes par jour quand tu fais des opérations sur Mars. Donc, on fait juste ça pour les premiers mois sur Mars. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que pendant la nuit, on développe un programme qu'on envoie au robot quand il se réveille le matin parce que le robot fait des opérations pendant le jour. Il a besoin de voir où est-ce qu'il s'en va. Et donc, on fait ça pendant les premiers mois. Puis après ça, ben, quand la nuit martienne est pendant le jour terrien, on travaille le jour. Sinon, on travaille une journée sur deux parce que c'est vraiment intense d'avoir un décalage horaire. Il y a des jours que je me réveillais genre à 11h, minuit pour aller au travail. Puis là, le lendemain, en fait, c'est correct si c'est à tous les jours, mais là, tu as décalé à l'envers, ça devient vraiment beaucoup. Puis, moi, j'ai un ami qui voulait vraiment savoir, est-ce que c'est comme être dans un jeu vidéo, là, de conduire? Non, pas du tout. C'est ça, les gens s'imaginent qu'on a un joystick, genre, puis qu'on conduit un robot comme un jeu vidéo. Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand tu envoies une commande, nous, on envoie nos commandes par onde de radio. Et pour se rendre entre la Terre et Mars, tout dépendant du temps de l'année, ça peut prendre entre 5 et 25 minutes pour se rendre à Mars et un autre 5 et 25 à revenir. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est quand même très long. Donc, tu peux t'imaginer si tu as envoyé une commande à la fois, tu envoies la commande, tu attends que ça revienne. C'est vraiment très, très long. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on prépare tout un programme pendant la nuit, puis on envoie tout le programme au robot le matin. Il fait ses activités, il prend des photos, des données, puis il nous renvoie ça le soir. Donc, c'est pas en temps réel. Puis j'ai une dernière mini-question. S'il y a quelqu'un qui nous regarde, là, une jeune fille qui pense vraiment vouloir être astronaute, travailler dans les sciences, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner là, qui pourrait l'aider? Ben, en fait, que ça soit les sciences ou autre chose, si il y a quelqu'un qui écoute et que vous avez une passion, ben, je pense que je vous encourage à être curieux et curieuse, à poser des questions, à essayer de comprendre
en comprendre plus sur ce métier-là, quoi que ce soit, dans le fond. Vous êtes chanceux maintenant en plus, parce que moi, quand j'étais jeune, imagine, il n'y avait pas d'Internet. Fait que pour comprendre quelque chose, il fallait que je parte en vélo j'allais à la bibliothèque de Saint-Charles-Borromée. Je pense qu'elle n'existe plus. Ou peut-être qu'elle a déménagé. Pour aller essayer de trouver un livre ou trouver un magazine qui allait me parler de quelque chose qui m'intéressait. Là, maintenant, avec l'Internet au bout des doigts, avec tout ça, il y a toutes sortes de ressources sur tout ce qui peut vous intéresser. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de continuer à apprendre et d'apprendre à sa manière. Donc, je pense que c'est ça que je vous encourage à faire. Super, merci énormément. Le 20 novembre dernier s'est déroulé à la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste à Saint-Jean-sur-le-Richelieu la 8e édition du maillage numérique sous le thème « L'intelligence artistique ». L'événement a réuni plus de 75 participants issus des milieux municipaux, touristiques, culturels, numériques et créatifs venus réfléchir à la manière dont la sensibilité artistique peut guider l'usage des technologies à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est sur la télé, était présent. Un bel événement aujourd'hui, maillage numérique, c'est la 8e édition. Parlez-moi un peu du thème cette année. Oui, le thème de la 8e édition, c'est intelligence artistique avec un grand I et avec un grand A. Ça sous-entend IA. Donc, on va vraiment parler de l'intelligence collective, de l'intelligence humaine et de la sensibilité artistique, en fait, dans l'usage des technologies dans l'art. Donc nous, on veut absolument faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle, c'est une continuité de l'être humain, que c'est nous qui choisissons quand utiliser l'IA ou pas, et que jamais l'IA prend le dessus sur nous. Quand vous utilisez un marteau, en général, vous vous plaignez pas que le marteau vous écrase le doigt, c'est juste que vous êtes malhabile. L'IA, c'est exactement pareil. Si vous utilisez mal l'IA parce que vous avez une culture qui manquerait, par exemple, à ce moment-là, c'est à vous de vous regarder dans le miroir plus que de dire l'IA fait mal les choses. C'est un plaisir de vous accueillir à la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste qui célébrera sous peu son 200e anniversaire. Un événement très positif. Vous êtes les hôtes du maillage de la 8e édition cette année. Pourquoi cet élan? Bien, écoutez, Culture Montérégie, on collabore avec eux depuis quand même assez longtemps. Donc, quand ils nous ont ouvert cette porte-là, on a fait « Oh mon Dieu, oui, quelle belle occasion de recevoir les gens à la cathédrale. » On a nos bureaux ici, mais c'est aussi notre lieu de présentation. Donc, les gens peuvent voir qu'est-ce qu'on fait dans le lieu, parce qu'on va pouvoir présenter aussi un peu de notre travail. Et puis, après ça, ça fait découvrir la ville, ça fait découvrir les alentours et tout ça. Donc, ça vaut la peine pour la mise en valeur du travail de l'organisme hôte, mais après ça, c'est un beau souvenir qui va rester en lien avec tous les autres qui sont venus présenter leurs trucs ici dans le lieu. Bien, la Cargaison, on a ouvert en 2020, donc on fête notre 5e anniversaire. On est un organisme de création multidisciplinaire qui se spécialise en numérique, mais vraiment qui va toucher à toutes les disciplines. Puis en fait, on a plus de 80 membres artistes professionnels qui sont membres du collectif, puis notre but, c'est vraiment de mailler, en fait, entre les diverses disciplines. Aujourd'hui, je vous présente Chenal, un projet... C'est intéressant d'avoir un ambassadeur de notre région qui se déplace un peu plus loin à Montérégie. Je suis allé à la rencontre de la gang, la joyeuse gang de la Cargaison, pour voir justement leur projet d'église, puis leur collectif aussi. Puis je pense que c'est important de se réseauter à l'extérieur de notre région parce que, dans le fond, on peut créer des maillages, des collaborations interrégions qui peuvent être vraiment intéressantes, qui alimentent finalement notre démarche artistique, mais aussi les projets qui se passent dans différentes municipalités au Québec. Là. Fait que, très, très inspirant. Merci. Dans les moins bonnes nouvelles touchant notre région, la Gaspésie en particulier. Donc, des changements qui vont être apportés sans aucun doute à la carte électorale et qui viennent changer la vie de plusieurs municipalités là, de la MRC. Là. En fait, c'est une très mauvaise nouvelle qu'on a reçue. Un combat qu'on a mené il y a 2 ans.
Ça n'avait pas été... On recommence. Ben, c'est même pas on recommence, on n'a Ouais. même plus le choix parce que là, c'est un jugement. Donc, c'est même pas une démarche à laquelle on peut un peu influencer. C'est un jugement qui dit ça ne respecte pas disons, la charte, si ma mémoire est bonne. Donc, on doit... on a fait certaines représentations, mais donc la carte que le DG avait préparée, donc il a remis une carte, devrait s'appliquer à la prochaine élection. On avait l'impression qu'on avait eu un certain sursis parce qu'on perdrait un comté en Gaspésie, on perd un comté aussi à Montréal pour certaines régions des Laurentides. Et puis nous, là où le bas blesse, c'est que la métisse va être séparée en deux. Donc, un tiers va être transféré dans le comté de Rimouski et le 2 tiers va rester dans le comté actuellement de Matapédia-Matane. C'est enrageant pour plusieurs raisons. Je vais commencer pour ce qui est de la région au grand complet. Plus une région perd un poids politique, moins elle n'a d'écoute du gouvernement. C'est comme ça fonctionne. On n'est peut-être plus à une époque où il faut voter du bon bord, mais reste qu'à certains égards, d'avoir des gens qui sont du côté du pouvoir ou d'avoir un poids politique important a une incidence sur la réponse ou l'écoute qu'on a du gouvernement. Par la suite, de perdre tranquillement ce poids-là est extrêmement frustrant. Moi, je comprends l'aspect que tous les votes soient le plus égaux possible. Reste que la réalité des régions, d'un Québec qui est énorme pour sa population, devrait normalement amener une réflexion en profondeur de comment est-ce qu'on applique la démocratie sur notre territoire. Parce que si à Montréal, on peut faire un comté, on peut faire plusieurs comtés en prenant une marche, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à certains comtés, dont celui qui va être de la pointe de la Gaspésie, qui va être plus près de 500 km de long, c'est aussi grand que certains pays européens. C'est impossible d'imaginer faire un bon travail de député et représenter l'ensemble de ces collectivités-là. Puis souvent, les gens en région, leur seul accès à des services gouvernementaux du gouvernement du Québec, c'est par le bureau de député parce qu'il y a de moins en moins de services dans nos bureaux, puis il y a de moins en moins de bureaux gouvernementaux ici en région. Fait que c'est extrêmement frustrant de voir qu'encore une fois, les régions paient le prix. Fait que on va espérer, parce qu'il y avait une unanimité au sein des partis politiques. On va espérer que les bottines suivront les babines et qu'on pourra nous proposer des solutions à très court terme. On parlait entre autres d'augmenter le nombre de députés. Si par exemple on ajoutait 4 députés, on pourrait peut-être garder un à Montréal, un en Gaspésie, garder les mêmes limites de comté, donc ne pas séparer la métisse, et aussi permettre peut-être aux Laurentides d'avoir 2 députés de plus. Je reconnais ça. Nous, on a l'impression que depuis des ans, on en a perdu beaucoup, puis ça devient invivable. Imaginez un député qui a un comté grand comme ça, bien, il n'y a pas de qualité de vie, c'est difficile de faire son travail. Pour la métisse, de devoir faire affaire avec 2 députés. Imaginons une situation où un député est au pouvoir, dit comment on est heureux de son gouvernement, puis l'autre dit non, comment on est malheureux de son gouvernement. Imaginez le genre de position dans laquelle ça va nous placer. D'un point de vue administratif, ça double souvent la représentation qu'on doit faire. Et puis, dans le sentiment d'appartenance médecin qu'on travaille depuis de nombreuses années, qui va bien. Moi, j'étais heureux d'entendre M. Bélanger dire « Moi, je suis un médecin, je ne veux pas être quelqu'un de Rimouski. » C'est ça sur quoi on travaille depuis longtemps. On a l'impression d'être trahi par la décision, ce jugement-là. Donc, on se croise les doigts, mais on a l'impression... On avait l'impression d'avoir gagné ce combat-là, du moins d'avoir un sursis, et on s'était fait promettre qu'on aurait une réflexion. C'était un coup dur avant le temps des fêtes, la nouvelle qui s'est arrivée. Et ça faisait longtemps qu'on espérait pouvoir mettre le nom de métis dans le nom du comté. Là, si le comté est scindé en 2, on ne peut pas mettre le nom de métis dans les deux. Là. On avait réussi de peine et de misère à ce que notre nom réapparaisse. Je pense vraiment ça va nous prendre une réflexion en profondeur. Pour moi, je comprends qu'une fois aux 4 ans, il faut que les votes soient le plus équitables possible. Reste que le reste de ces 4 années-là, on pense qu'en région, on a un déficit démocratique, on a moins accès aux instances parce qu'on est loin, parce qu'on est moins nombreux. Donc, il va falloir à un moment donné se pencher là-dessus. Sinon, c'est comme si on nous condamnerait à être seulement des régions ressources. Puis ça, c'est extrêmement frustrant. L'école Florimond bâtiment secondaire inaugurait aujourd'hui une classe extérieure. Nous étions sur place pour y assister. Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je suis accompagné de la présidente Liliana Pitre. Et moi, je suis accompagnée d'un élève de secondaire 4, Brendan Gignac. Bienvenue à tous pour l'inauguration de la première classe extérieure d'une école polyvalente du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Remontons un peu le temps.
C'est en 2021 que l'idée a d'abord été lancée. Nous, les secondaires 4, étions sur le point d'entrer au secondaire. Nous avons vu le projet prendre vie avec une multitude d'intervenants créatifs que nous voulons chaleureusement remercier aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que le concept a pris forme à partir d'une simple recherche Pinterest. Et oui, de fil en aiguille, il a pris de l'ampleur. L'achat du conteneur, l'œuvre d'art originale aux couleurs de Forimont et la construction d'une magnifique pergola. Tout l'ameublement extérieur, c'est-à-dire les tables de pique-nique, les hamacs, les chaises confortables, le tableau y complète cet environnement éducatif en nature. Y travailler sera apaisant, presque amusant. Bref, nous tenons à remercier 1000 fois tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet innovant qui en fait rêver plus d'un. Soulignons particulièrement la généreuse implication des entrepreneurs en construction. Merci encore. Nous laissons la parole à Mme Guénette, directrice générale de notre centre de service. Bonjour, Mme Guénette. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais savoir, premièrement, qu'est-ce que ça représente pour vous, comme direction du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais, de voir une classe extérieure comme ça qui prend vie ici à Côte-Abscal? Bien, c'est une excellente nouvelle, hein? Tous les moyens qu'on peut utiliser pour mieux faire réussir nos jeunes sont les bienvenus. On a des enseignants qui ont des idées innovantes. Ici, c'en est une de ces idées-là. Est-ce que c'est un projet qui est unique à Côte-Abscal dans la vallée de la Matapédia ou dans la commission scolaire plutôt, parce que ça représente Matane aussi? Donc, est-ce que c'est un projet, la première fois que vous voyez ça dans la région? Bien, au secondaire, c'est la première classe extérieure. Il y en a quelques-unes dans le centre de service ailleurs, mais au primaire. Est-ce que vous espérez un peu que ça va faire des petits puis que l'exemple va être suivi un peu ailleurs? Bien, c'est certain que si ça répond aux besoins des élèves d'avoir un enseignement qui est différent, tout à fait, on peut y aller de l'avant. Donc, c'est un peu comme un projet pilote au niveau du secondaire, parce qu'on disait que ça a été fait au niveau du primaire. Donc, s'il y a des résultats, j'imagine que vous allez encourager ça. Tout à fait. On encourage toutes les belles innovations. Merci beaucoup, Mme Guénette. Ça m'a fait plaisir. Une belle journée. Bon, ben, en espérant que vous allez avoir full de plaisir. 1, 2, 3, go! Clap! Donc, bonjour Martine, bonjour Dolores, merci beaucoup de nous donner quelques instants. Je veux juste savoir, premièrement, la classe extérieure ici, comme ça, je pense que c'est vous qui avez eu l'idée un peu de faire ça. Ben oui! Martine est arrivée avec l'idée parce que c'était révolutionnaire, les conteneurs. Dans les années 2020, là, c'était vraiment révolutionnaire. Puis elle est pleine de révolution. Fait que, elle a décidé de nous le partager. Puis moi puis Martine, on fait une bonne équipe. On s'est formé une belle équipe pour pouvoir avoir l'idée, s'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis ça a devenu de plus en plus gros parce que on s'emballe facilement, nous deux, ensemble. Oui. C'est quand même été un projet qui a pris quelques années à réaliser. Qu'est-ce qui a fait que ça a été plus compliqué un petit peu? J'imagine c'est de trouver des fonds, quelque chose. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, c'est sûr que de faire arriver un conteneur ici, ça a été déjà une grosse étape. Trouver un artiste qui veut bien nous faire un graffiti aux couleurs, tu sais, que ça ressemble à une classe adolescente aussi. Puis après ça, ben tu sais, de fil en aiguille, quand tu arrives au bout de comme ton projet, on dirait qu'il t'arrive une autre idée. Puis c'est pour ça que, ben là, mon chum m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'il est en architecture, parce qu'on voulait vraiment compléter pour que ça fasse comme classe extérieure, tu sais, avec du bois. Puis là, ben, de fil en aiguille, là, on a eu un gros commanditaire pour faire ce perron-là. Puis voilà, c'est ça. C'est fait depuis le printemps passé, mais là, je suis en retraite progressive. Ah oui? OK. Oui? Vous n'avez pas l'air d'être en retraite progressive. Je veux savoir aussi, est-ce qu'il y a déjà eu quelques classes à l'extérieur dedans qui ont été données? Est-ce que vous avez déjà une bonne réponse des élèves? Ah, assurément, là, c'est sûr que les élèves sont contents là, quand on vient dehors. Là. C'est la fête au village. Est-ce que ça vous fait un peu attrister de ne plus être à la commission scolaire parce que vous ne travaillez plus malheureusement pour la commission scolaire? Ça me fait beaucoup de peine. Ouais. Mais, coudonc, les coupures, c'est les coupures. Ils ont décidé que c'était moi qui étais coupé. Mais par l'entremise de la Maison des Jeunes, je suis chanceuse pour ça parce qu'ils ont décidé de donner des heures à l'école pour pouvoir venir aider puis développer avec eux autres encore une 8aine d'heures par semaine. Vous pouvez quand même profiter un peu de votre initiative. Là, qui est... Oui, absolument. Les jeunes sont là. Je le sais qu'ils aiment ça, sont contents quand ils viennent. Oui, c'est une réussite.
Bien, merci beaucoup. En tout cas, j'ai parlé à Mme Guénette, mais j'espère que cette idée-là va faire des petits et que les autres écoles vont prendre un peu l'idée et la développer pour eux-mêmes. C'est sûr, je le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Année après année, la Saucette Enfants Soleil dépasse toujours ses objectifs, montrant ainsi toute la générosité des gens pour la cause d'Opération Enfants Soleil. Cette année ne fait pas exception, avec 300 sauceurs et sauceuses de tout âge, soit 64 de plus que l'année dernière, et plus de 231 000 $ ramassés en date du 13 décembre. La Saucette Enfants Soleil fracasse le $1 million versé à Opération Enfants Soleil depuis ses débuts modestes en 2011. C'est vraiment une grande fierté pour les organisateurs d'avoir atteint un montant comme celui-ci, comme nous le rapporte la cofondatrice de la Saucette, Marie-Ève Trudel-Vibert. Bien, on n'a vraiment pas de mots. On dirait que tout va vite aussi. Là. Ça s'est atteint jeudi soir. On était dans la préparation depuis 43 jours. C'est la campagne. Là, ça fait 3 jours qu'on est sur le site. Fait que c'est plus physiquement. Donc, on était loin de nos ordis, de tout ça. Fait que c'est arrivé rapidement. Puis nous, on pensait vraiment atteindre notre million. On pensait l'atteindre sur le site avec les gens, avec les sous en contribution volontaire et tout ça. Mais finalement, on l'a atteint avant. Je pense que tout le monde était excité, les sauceurs. Dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de partage sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on est super contents, on est fiers, surtout de remettre l'argent, c'est pour la cause. Donc, on est fiers de pouvoir remettre plus, c'est sûr. Si nous avons des gens de tous âges qui sautent à l'eau pour la cause, cette année est marquée par une nouveauté. Nancy Cornet est la première personne à mobilité réduite à se joindre aux équipes pour participer à la Saucette avec de l'équipement adapté. Elle nous raconte son expérience. On m'a demandé, cette année, on m'a offert de participer à la Saucette avec un équipement adapté. Ça faisait longtemps que je voyais des gens participer à la Saucette, puis je me disais, ce serait tellement le fun si je pouvais participer. C'est mon genre d'activité, là, genre de trip. Mais malheureusement, pas d'équipement, c'est comme pas évident. Puis là, on me l'a proposé, puis j'ai accepté. Puis honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit pire, mais c'est vraiment une expérience fantastique. C'est extraordinaire de vivre ça. Je trouve que c'est trippant, c'est rassembleur. Puis en même temps, pour une personne à mobilité réduite, de faire ça, ça peut donner le goût à d'autres personnes de vouloir le faire aussi. Donc, quand on me l'a proposé cette année, puis avec un équipement sécuritaire, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Puis honnêtement, j'y retournerais là, dans l'eau. C'est vraiment une belle expérience à vivre, puis c'est vraiment moins pire que ce qu'on pense. Alexis Deschênes, député du Bloc québécois dans Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Listugouche, s'est joint à la baignade. Il en a profité pour souligner l'importance de cette activité et de toute la chaleur que ces gestes apportent aux enfants malades. Et vous surtout, il y a tellement de beauté dans votre bonté. Vos gestes font une différence et s'additionnent. Et cette année encore, c'est record, 300 sauceurs. Mais c'est 14 ans d'efforts et c'est plus d'1 million de dollars amassés. Félicitations. Félicitations aux organisateurs, à Marie-Ève, à Karen. Félicitations aux équipes. Félicitations aux participants. Félicitations aux donateurs. Ce que vous faites fait une énorme différence parce qu'il y a cette année 700 enfants qui mènent un combat terriblement difficile face à la maladie. Et grâce à vous, vous leur apportez un peu de chaleur humaine, un peu d'entraide, un peu de solidarité. Et vous atténuez, je pense, un peu leur souffrance. La page pour faire un don sera ouverte jusqu'au mois de février. C'était Jean-Denis Laparrière à Percé.